aujourd'hui. Je me réjouis de l'événement. Merci d'avoir répondu si nombreux à cet appel de la chaire qui présente aujourd'hui son premier colloque. Premier colloque dans ce beau château. Merci au président de l'université de nous recevoir. Et bien entendu, pour ma part, je suis très heureuse parce que ce premier colloque est le lancement des activités. Vous avez pu voir à l'entrée que vous avez des petites plaquettes parce qu'il y a les enseignements dédiés à la chaire qui auront lieu le mardi. Vous pouvez voir qu'il y aura des tables rondes, il y aura des moments philosophiques qu'on mettra directement en relation avec la Smart City. Donc c'est quelque chose d'assez assez complet et un peu varié, en tout cas qui change de la formule ordinaire ou traditionnelle des enseignements. Ils nous ont fait l'honneur de leur présence. Je suis très heureuse que vous soyez là et que vous puissiez introduire par votre discours le colloque et puis le lancer finalement, faire ce grand lancement de ce premier colloque de la chaire Smart City Philosophie Éthique. Et donc je vous donne la parole. Je ne sais pas lequel d'entre vous préfère parler au premier. Je pense que Philippe Pradal va peut-être vouloir commencer. Premier adjoint au maire qui nous a fait l'honneur de sa présence et qui va introduire ce colloque. Bonjour à tous. Merci beaucoup, docteur, de cette introduction. Monsieur le Président, vous qui nous accueillez au nom de Sir Emmanuel Trick, du président Trick et de l'Université de la Côte d'Azur, un grand merci d'accueillir tous les participants, soit déjà arrivés, soit en chemin, pour ce colloque. La présence de la ville de Nice à vos côtés sur le sujet de la Smart City pourrait à la fois paraître incongru, parce que nous n'avons aucun apport universitaire et je n'aurais pas l'immodestie d'imaginer que je peux introduire ce colloque, et en même temps tout à fait logique et inévitable, parce que nous sommes engagés dans le sujet de la Smart City. Nous le pensons, nous avons besoin de la réflexion que vous pouvez poser, que vous pouvez démarrer, et d'une réflexion du niveau auquel vous l'avez posé, c'est-à-dire d'une réflexion de haut niveau intégrant tous les aspects de la Smart City. La Smart City, ce n'est pas un problème de technologie. Si c'était qu'un problème de technologie, ça serait très simple. De mon point de vue, et là je donnerai quelques axes en tant qu'élu, donc en tant que praticien et de garant de la Smart City et de son bon fonctionnement, je poserai quelques points. Nous avons vraiment besoin de votre aide et de la réflexion, notamment de philosophes, notamment en matière d'éthique, notamment en matière de droit, parce que la Smart City, un peu à l'image de la langue des hommes, peut être la pire et la meilleure des choses. Alors, première interrogation, et très brève, la Smart City est troublante pour un élu, notamment local, parce qu'elle transgresse tous les territoires. Par définition, nous gérons un territoire administratif, c'est très simple, on sait que quand on est d'un côté de la rue, on est d'un côté, quand on est de l'autre côté, on n'a plus le droit de faire quoi que ce soit, ni de ramasser les poubelles, ni quoi que ce soit. La Smart City, c'est complètement une autre logique. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, en tant qu'élu local, nous sommes confrontés à la nouvelle définition d'un territoire, à la nouvelle définition de l'administré. Qu'est-ce qu'un administré? Où est-il? Et comment lui rend-on le service public que, par définition, nous devons rendre? Et du coup, ça interroge sur comment construit-on la relation avec l'administré, comment construit-on la relation avec le concitoyen? Parce que c'est vrai que les nouveaux outils peuvent permettre aussi de poser une question sur la pertinence et le contenu de l'élection. À quoi sert l'élection? À quoi sert d'adopter un programme dans la mesure où nous pourrions disposer, à terme, d'outils collaboratifs suffisamment précis, suffisamment pertinents pour permettre de consulter régulièrement, etc. Et c'est vrai que la notion même d'élection peut être interrogée par le concept de la Smart City. Et donc, il nous faut probablement inventer de nouveaux modèles de l'expression démocratique à l'occasion des grands rendez-vous démocratiques que sont les élections au suffrage universel, mais probablement sur d'autres secteurs. Également, un des pièges réels que je vois à la Smart City, c'est de nous tromper d'objet, et du moins de canaliser les colères vers ailleurs. Nous vivons tous en ce moment, et à des degrés divers, des week-ends difficiles. Alors acte 3, acte 4, acte 5 en prévision. Et c'est vrai qu'on voit que ce sujet qui est en train de repositionner le dialogue entre une partie de la population qui, depuis à mon avis au moins une trentaine d'années, se sent déclassée, se sent menacée, se sent contestée dans son modèle de vie, se dit aujourd'hui qu'ils vivent moins bien que leurs parents, à tort ou à raison, et que probablement leurs enfants vivront moins bien qu'eux, se tournent vers l'État. Et on a des grands absents du débat. Ce sont des gens qui regardent tout ça avec intérêt. Alors, on ne va pas parler des GAFA comme si c'était le grand Satan, mais très probablement, il y a des sujets qui aujourd'hui se décident à un autre niveau. Il y a des décisions qui ont un effet direct sur les concitoyens. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on est resté dans un modèle assez traditionnel de dire comme l'État peut tout, c'est la faute de l'État.
Or aujourd'hui, non seulement l'État peut tout, nous le savons, mais il continue à le faire croire, ce qui est probablement une de ses erreurs. Et donc du coup, il prend une colère sur laquelle il n'a pas forcément prise, et ce qui fragilise aussi la parole publique, parce qu'elle n'est aujourd'hui plus forcément porteur de solutions, et qu'elle doit migrer son contenu sur le fait de dire il y a des choses que nous ne savons plus faire, il y a des choses que nous ne pouvons plus faire, parce que nous n'avons plus la maîtrise. Et quand je vois les débats qui se posent aujourd'hui sur la notion d'identité numérique notamment, et le fait que, par exemple, Apple a proposé un certain nombre d'États qui ne l'ont pas rejeté, le fait que demain, l'identification pourrait résulter de quelque chose qui serait dans le smartphone, c'est une idée géniale, la technologie enfin se plie à ça, sauf que ça pose la question de qui contrôle l'identité, et demain, est-ce que les États vont déléguer à des opérateurs commerciaux non nationaux, non régulés, non contrôlés, la maîtrise de ça. On voit aussi le débat qu'il y a aujourd'hui sur le fait que l'Europe est probablement en train de perdre un élément qui était très important, qui était l'avance très sérieuse qu'elle avait prise autour de ce qu'on appelait schématiquement, il y a encore une vingtaine d'années, la carte bancaire, vers le contrôle et la sécurisation des paiements. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a bien d'autres modèles qui se développent et que, faute pour les Européens de se mettre d'accord sur une démarche commune, on est probablement en train de laisser filer ailleurs ce qui était une vraie spécificité et ce qui signifie que demain, un certain nombre de données complètement essentielles, y compris les données de santé, quand on connaît les différences d'organisation entre les systèmes de santé européens et français en particulier, le système de santé anglo-saxon, on peut s'en inquiéter. Et on voit qu'autour de ça, on n'est pas sorti du débat citoyen-nation, citoyens-élus locaux, alors que très probablement, un certain nombre de sujets aujourd'hui ne se gèrent plus là, et que la conséquence directe sur la vie des gens ne se gère plus là. Et donc, quelque part, les élus se trouvent à devoir assumer quelque chose qu'ils n'aiment pas faire, en disant « j'y peux rien ». Et c'est vrai qu'il y a deux choses qu'on n'aime pas faire, les élus, c'est dire « j'y peux rien », et puis les gens du Quai d'Orsay, ils n'aiment pas dire « je ne sais pas ». Voilà. Et là, on se retrouve dans la situation de la double peine, de dire « on n'y peut pas forcément quelque chose », et ensuite, on ne sait pas quelles sont les solutions. Autre point très rapide et qui, là aussi, doit nous interroger, enfin, en tant qu'élu, vous me permettrez peut-être d'être trop ambitieux dans mes propos, mais je pensais que l'idée de lancer et de venir là, en tant que témoin, un combat quotidien pour ne pas adapter l'homme à la machine et bien adapter la machine à l'homme. J'ai, dans le cadre de ma profession, pendant trop souvent vécu des informaticiens, on les appelait comme ça, même si c'est très sommaire, nous dire, voyez, la machine, elle peut faire ça. On disait, oui, mais on n'en a pas besoin. Oui, mais quand même, elle peut faire ça. Et donc, que la Smart City ne devienne pas l'outil où on explique aux gens ce dont ils ont besoin, et que la machine leur permet d'y répondre, que l'automate leur permet d'y répondre, que leur smartphone leur permet de faire quelque chose d'inutile, qu'en revanche, la chose utile, ça serait bien qu'ils apprennent à s'en passer, parce que la machine ne sait pas encore le faire ou ne saura jamais le faire. Et donc, sur tout cet aspect-là, une des tâches, je pense, que nous devons avoir en tant qu'élus, et votre réflexion doit nous y aider, c'est de bien toujours construire une régulation des outils smart, de façon à ce qu'on ne perde pas de vue qu'ils sont censés être au service et à permettre l'exercice du service public en ce qui concerne les collectivités territoriales, et non pas l'idée c'est merveilleux, on sait le faire, donc il faut le mettre en œuvre, même si la pertinence doit venir plus tard, et même si je connais tout à fait le discours qui est qu'il faut laisser le concitoyen, en l'occurrence, inventer les usages, et que l'important c'est de mettre l'outil à disposition, et que c'est par l'usage qu'on verra à quel point c'était utile, parce que quand même il doit y avoir une modération à ce niveau-là qui doit se faire, ce qui me conduit à dire que là où aussi votre réflexion est excessivement pertinente, et même si je ne peux pas rester à tous vos travaux, j'en prendrai connaissance avec attention, nous devons toujours nous interroger en tant qu'élus avant de laisser quelques expérimentations en matière de Smart City se faire sur la pertinence dans toutes ces dimensions. Bien sûr, la pertinence technique, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est intéressant, mais également la pertinence citoyenne, est-ce que ça correspond à notre objectif en matière de service public, et également une pertinence éthique. On voit que le RGPD, qui est très probablement une très bonne idée, qui a aussi été présenté dans son architecture initiale par les autorités européennes comme un des outils possibles pour contrer l'hégémonie américaine, et notamment des GAFA, est en train de devenir une machine de complexification du développement des outils numériques en Europe. Et on voit bien toujours cette bascule, donc la recherche de la pertinence que nous devons toujours avoir sur ces différents aspects, et enfin sur la régulation éthique, parce que nous n'avons pas, en tant qu'élus, la possibilité à la fois de concevoir et de réguler de façon éthique ces outils. En revanche, nous ne pouvons pas être absents des débats dans cette réflexion, parce que c'est tout à fait essentiel. Là aussi, tant qu'on ne sera pas sorti du point que j'évoquais plus tôt, c'est-à-dire de considérer qu'en fait, que tout ce qui se passe sur un territoire relève des autorités nationales, relève des autorités locales, nous ne pouvons pas laisser faire des choses sur le territoire, sans un minima en être correctement informés et poser une opinion dessus, qui n'empêchera peut-être pas les choses de se faire.
mais qui au moins déterminera quelle est la part de responsabilité de chacun. Voilà. Docteur, mesdames, messieurs, pour un propos qui n'est pas introductif, mais qui était juste les réflexions d'un élu parfois un petit peu perdu face aux notions de Smart City, et une tentative de poser quelques questions sur lesquelles nous avons besoin de vos réflexions et de vos éclairages, parce que nous sommes très insuffisants et incompétents sur ces sujets. Merci. Je laisse la parole au président de l'Université Côte d'Azur, M. Gamboudou. Bonjour à tous. Merci d'être venus. C'est un plaisir pour moi que d'introduire cette séance inaugurale, cette chaire. Je représente à la fois le président de l'Université Côte d'Azur que je suis, le président de l'Université Miss Sophia Antipolis, qui est notre hôte. Alors, avant d'expliquer un peu cette différence et puis comment ça se situe la chaire dans cette dynamique, je voulais juste rappeler un point, c'est qu'en 1978, j'étais dans la pièce à côté, il y avait des ordinateurs dans la pièce à côté, et on résolvait des problèmes très simples, genre équation, second degré, etc., avec des ordinateurs, avec des cartes perforées. Donc on se baladait avec des paquets de cartes perforées pour faire notre travail. On trouvait ça formidable à l'époque. 1984, j'ai envoyé le premier email. 1991, je crois que c'était justement Internet. Donc vous voyez où on en est maintenant. C'est évident que ce sujet nous bouscule complètement. Alors, comment on se situe, nous, là-dedans? Donc l'Université Côte d'Azur, elle est née de la volonté affirmée, indépendamment des gouvernements, d'être beaucoup plus visible au sens des universités sur le territoire français. Il y avait une centaine d'universités, c'était beaucoup. On espère avoir de grands pôles. Et l'Université Côte d'Azur réunit tous les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche dans les Alpes-Maritimes. Elle a ce but. Donc il y a l'Université Sophia Antipolis, mais il y a aussi l'Observatoire de Côte d'Azur, l'hôpital, des écoles de commerce et des schémas, et 6 écoles d'art et de design, plus le rôle des partenaires, organismes nationaux de recherche, INRIA et CNRS. Donc ce conglomérat, il a candidaté il a répondu à l'appel d'offres Initiative d'excellence, qui est, parmi ces regroupements, il va y en avoir 10 en France qui vont être des universités intensives en recherche. Donc il faut être clair, ça veut dire que c'est là où l'argent de la recherche va aller. Et donc dans ces 10 universités intensives en recherche, c'est important d'entrer dans ce nombre-là, ce qu'on a réussi à faire en 2016. Et on a réussi à le faire parce qu'on a présenté un projet qui était très différent des autres projets français. On n'est pas arrivé là en disant on est très bon en maths, je suis mathématicien, on est très bon en biologie, ou très bon en informatique même, etc. Et donc donnez-nous de l'argent. Non, on a dit on va présenter un nouveau modèle d'université. Un modèle qui, à l'intérieur de l'université, abat complètement les briques entre recherche, les murs entre recherche, formation et innovation, et qui inscrit l'université comme un moteur de son environnement économique que social. Par exemple, qui travaille donc avec les collectivités locales et les entreprises. C'est pour ça que je suis très content de parler juste après M. Pradal maintenant. Parce que c'est vraiment l'illustration de ce fait-là. Collectivités locales et entreprises sur un nouveau modèle universitaire. Vous voyez bien qu'on rentre dans une économie post-industrielle. Moi, je ne suis pas un économiste, mais enfin, il n'y a pas besoin d'être malin pour voir que ça change. Et qu'on rentre plutôt dans un modèle d'économie de la connaissance, où il paraît évident que les métiers changeant sans arrêt, et en particulier, on va parler du sujet d'intelligence artificielle dans un instant, les métiers changeant sans arrêt, on va être obligé d'être reformé, de se reformer sans arrêt. Et donc l'université, elle doit coller aux citoyens beaucoup plus qu'elle le faisait avant. Ça ne doit pas être, pour le citoyen de 40 ans, un lointain souvenir de l'université. Ça doit être un endroit dans lequel il va puiser de nouvelles connaissances pour s'adapter au monde qui l'entoure. Donc c'était notre point de vue. Et ce point de vue a plu au jury, puisqu'on a été sélectionné. C'est ce qu'on essaye de mettre en place en ce moment. Alors on le fait plutôt pas mal. On a un centre qui est une plateforme d'interaction publique-privée, qui est dirigé par Pierre-Jean Barre, en face de moi, là, qui justement traite de ces problèmes de territoires intelligents, de villes intelligentes, de smart city, etc. Voilà, et de risques. C'est une plateforme sur laquelle travaillent des universitaires, des chercheurs, des gens de la métropole, éventuellement des start-up qui utilisent ces données de la métropole pour faire une économie ou pour se lancer certains projets. Bref, c'est un objet qu'on a lancé.
Alors il y a un truc qui paraît quand même important dans cette transition, c'est de voir, parce que ça peut être une surprise pour certains, hein, je vous ai dit, moi je suis mathématicien, ça a été un peu une surprise pour moi, de voir l'importance qu'ont les sciences humaines et sociales. Bon, après, si on réfléchit un peu, c'est normal, hein, vu le sujet. Mais quand même, c'est important de voir comment les sciences humaines et sociales, quand elles interagissent avec nous, quand les entreprises interagissent avec nous, c'est important de voir comment leurs questions posent tout autant sur des questions de sciences humaines et sociales que sur des questions technologiques. Et ça, il me semble que c'est un fait nouveau. Et dans ce cadre-là, cette chaire, donc, qui est portée par Laurence Vanin et qu'on lance aujourd'hui, elle est vraiment emblématique. C'est assez impressionnant de voir que des entreprises financent cette chaire, donc sur la philosophie et éthique pour les Smart Cities. C'est pas quelque chose qui est complètement évident, d'ailleurs, je pense que ça n'existe pas dans beaucoup d'autres endroits. Donc, on voit qu'il y a vraiment un sujet derrière. Et ce sujet, donc, vous l'avez dit, M. Prada, mieux que moi encore, c'est l'homme au milieu de son environnement, sa société, sa ville, etc. Donc, c'est important, le rôle de l'université là-dedans, il est important parce que justement, l'université, elle peut arriver dans un tel sujet avec toutes ses facettes. Vous voyez, il y a quelques semaines, on a organisé pour les 50 ans de SOFIA un sommet sur l'intelligence artificielle, et c'était très important pour moi de mettre dans ce sommet, évidemment, l'intelligence artificielle vue du point de vue des technologies, des algorithmes, etc., pourquoi ça marche de façon si spectaculaire, du point de vue technologique aussi, le véhicule autonome, etc., tout ce qu'on entend par là, mais aussi du point de vue de l'humain, c'est-à-dire l'intelligence artificielle et cognition, l'intelligence artificielle et cerveau, l'intelligence artificielle et humanité, enfin, et philosophie, comment les gens vont vivre ce phénomène qui va être vraiment un raz-de-marée. Artificielle. Donc, moi, il me semble que mon rôle à moi, le rôle d'une université, c'est justement de préparer les gens au maximum, par la connaissance, à ces changements. Et c'est important, comme l'a dit M. Malal, il ne faut pas avoir des gens qui aient ce sentiment d'être déclassés par ces changements, et malheureusement, vous voyez bien comme là. Et donc, l'université, son rôle, à mon avis, ça doit être vraiment d'être beaucoup plus au contact du citoyen, pour lui expliquer à la fois les enjeux techniques, les enjeux éthiques, les enjeux philosophiques de ces changements. Et c'est pour ça qu'elle ne peut pas le faire sur son piédestal comme elle a fait pendant des années, voire des siècles, avec l'université Raoult qui pense et puis après les idées qui diffusent lentement. Non, elle doit le faire vraiment au contact avec, donc j'ai dit tout à l'heure, les entreprises, les collectivités locales, mais aussi les citoyens. Voilà, c'est à ça qu'on essaye de s'attacher à Nice modestement. Hein. Je ne dis pas qu'on est... on n'est pas encore emblématique sur ce sujet, mais c'est vraiment notre volonté. En tout cas, dans le paysage français, je pense qu'on est l'université qui a fait le plus de pas dans cette direction. Donc voilà, cette chaire qu'on inaugure à ce moment, je sais qu'elle va avoir des extensions internationales avec Monaco, mais sans doute Laurence va en parler. C'est très important pour nous en tout cas. C'est pas un sujet ancillaire de l'université, la Smart City et en particulier l'éthique et la philosophie dans la Smart City. Donc voilà, je ne vais pas vous parler plus longtemps. Merci et passez un bon congrès. Écoutez, après ces paroles qui lancent le débat, je peux déclarer le premier colloque donc, sur la Smart City, une autre lecture de la vie ouverte. Et nous allons, et je l'espère, échanger pendant ces 2 jours. Je compte sur vous pour poser des questions, pour interagir, pour être là, présent. Et je vous souhaite vraiment de passer 2 belles journées en notre compagnie.